Bonjour, c'est Stéphanie. Bienvenue sur le podcast Tu joues ou quoi, dédié à l'univers du jeu de société. Suivez-moi, je vous emmène dans les coulisses, à la rencontre des acteurs de ce monde très créatif. Cette semaine, je reçois à mon micro Ervine Galliou, à la fois illustratrice et directrice artistique. Après ses débuts chez Blue Orange, elle a aujourd'hui le statut de freelance. Elle propose ses services aux maisons d'édition pour créer des univers visuels et des objets ludiques singuliers. Elle a notamment travaillé sur Packet Chips, King's Trick Takers, Comic Strip et plus récemment sur Dixit Kids. Ervine est également la marraine de l'association Accessi-Jeux qui se mobilise pour rendre le jeu de société plus inclusif. J'ai eu le plaisir de la rencontrer lors du Festival international des Jeux de Cannes en février dernier. Bonjour Ervine. Bonjour. Donc je suis contente de te rencontrer au Festival de Cannes. Voilà, c'est une première, même si on s'était croisés un petit peu à Valménier entre deux randonnées, je crois. Oui. Donc bienvenue sur le podcast. Merci beaucoup de m'accueillir. Écoute, c'est avec grand plaisir. C'est toujours un grand plaisir de rencontrer des illustrateurs, directeurs artistiques. Enfin voilà, tu as plusieurs casquettes, on va en parler. Ervine, comment déjà peut-être tu peux te présenter tout simplement? C'est une question que je me pose souvent et je me remets beaucoup en question cette présentation parce que, comme tu le dis, j'ai plein de casquettes. Il y a ce que je suis et ce que j'ai un peu envie de faire, mais dans les faits, je suis illustratrice et directrice artistique, mais on peut résumer par créatrice de manière générale parce que je suis un peu touche à tout. Ok. Et joueuse? Et joueuse, bien sûr. Ouais. Oui. Bien sûr, mais c'est pas toujours une évidence. C'est vrai, mais j'aime beaucoup jouer. Je joue pas aussi souvent que je voudrais parce que j'ai pas forcément l'entourage, mais je joue beaucoup. Et tu joues depuis combien de temps? C'est venu comment le jeu pour toi? J'ai découvert le jeu en commençant à travailler pour le jeu. D'accord, tu vois. En fait, j'ai fait mon stage de fin d'études, j'ai atterri chez Blue Orange. Et c'est là que j'ai découvert le jeu. Je crois que le premier jeu que j'ai fait, c'était un King Domino. Le deuxième, c'était un Sight. Tout allait bien. T'as bien démarré. Ouais, j'ai bien démarré. On m'a bien mis dans le bain. Et puis j'ai dit, mais c'est trop bien. J'ai un peu envie de rester. Je me demandais si je pouvais rester. Et on m'a dit oui. J'ai fini mes études. Je suis revenue. Donc tu étais en études de quoi? D'art design? J'ai fait un bac sciences et technologies du design des arts appliqués. Où on découvre un peu tous les métiers des arts visuels. Et après, je suis partie dans le design produit. Donc j'étais en train de finir mon master en design produit et innovation. Je faisais un peu ça chez Blue Orange, du design produit, du graphisme et un tout petit peu de web, je crois. Design produit, c'est quoi? Dans l'idée de ma formation, c'était plus créer un objet pour qu'il soit à la fois fonctionnel et esthétique. Et après, ça dépend en fonction des branches. Ça pourrait être quelque chose il y avait des gens qui étaient fans de voitures et qui faisaient absolument que des voitures ou des chaussures, des trucs comme ça. Et moi, j'aime bien les jeux, les jouets. J'étais très orientée déjà vers tout l'univers du ludique sans connaître les jeux de société. D'accord. Oui, parce que du coup, tu t'es dirigée en stage vers une boîte d'édition, ce qui n'est pas forcément banal. Justement, ou dans ton domaine, c'était justement courant? C'était pas très courant. Il y avait plein de gens qui allaient chez Nike, chez Chanel, pour faire du parfum ou des sacs, ou enfin vraiment un peu de tout. Et moi, j'avais vraiment envie de découvrir un peu l'univers jeunesse. Et je suis tombée un peu par hasard sur une publication LinkedIn qui disait on cherche quelqu'un qui fait ci, ça. Si ça vous intéresse, contactez-moi. J'ai contacté et ça a marché. Alors, je crois que d'un stage, tu as eu ton premier job aussi. Oui, c'est ça. C'est ça. Et donc, tu as fait quoi chez Blue Orange? Au départ, j'étais graphiste et designer produit au sein de la communication. Communiquer sur tous les jeux et ça me fascinait parce que chaque fois qu'on communiquait sur un jeu, c'était complètement différent. C'était un univers tout nouveau. Et après, petit à petit, j'ai un peu évolué. Je suis devenue directrice artistique au sein de cette communication-là. Je travaillais en binôme aussi avec des personnes à l'éditorial pour faire un tout petit peu de direction artistique, en tout cas sur le marché européen. Sur le jeu, par exemple, l'année où il y a eu Next Station London qui est sorti, ou Glisse Banquise, ou un peu les jeux de cette année-là. Et j'ai découvert ça et j'avais vraiment très, très envie de travailler plus dans l'éditorial. Il n'y avait pas de poste qui s'ouvrait pour le moment chez Blue Orange et puis des circonstances plus personnelles ont fait qu'on a dû déménager loin. Donc, je suis partie à mon compte. Et maintenant, je fais ça et je suis trop contente. Alors voilà, aujourd'hui, tu es à ton compte. Tu proposes plusieurs services, en fait. Oui. C'est, comme tu l'as dit, tu es de l'illustration, mais de la direction artistique. Et tu prends, tu es responsable de projet, en fait, aussi. Un petit peu, oui. Ça va dépendre un peu des structures des maisons d'édition, mais ça peut arriver qu'en fait, finalement, je fasse de la gestion de projet parce que comme je fais des graphismes, mais j'ai cette part de design produit où je vais travailler toute l'ergonomie du jeu, du matériel, de l'expérience, en fait, autour l'utilisateur, du jeu. en fait, C'est aussi, ça. c'est ça. Et je vais pouvoir piloter un peu, quand c'est des petites équipes, je peux faire indirectement de la gestion de projet parce que je maîtrise aussi les contraintes usines et
tous ces aspects-là. Avec quel éditeur, par exemple, tu travailles et sur quel type de mission? Par exemple, dernièrement, là, sur Comic Strip, j'ai fait de la gestion de projet. Donc, j'ai piloté le projet, amélioré certains aspects d'ergonomie, fait de la direction artistique et les graphismes du jeu. J'ai pas illustré le jeu, mais j'ai fait appel à une illustratrice par rapport à ce qu'on voulait du jeu, par rapport à la ligne éditoriale du jeu, et je l'ai drivé, j'ai fait les retours, j'ai tout monté ensuite sur le jeu, j'ai fait des prototypes, jusqu'à ce que le jeu arrive aujourd'hui dans la boutique. Tu gères quand même une grosse partie de la chaîne, Ouais. quand même, de création. C'est ça, je peux faire une partie, mais je peux aussi tout faire si... Plusieurs cordes à ton arc. C'est ça. Et qu'est-ce que tu préfères faire, peut-être? Je crois que ce que je préfère faire, c'est l'illustration, la direction artistique et tout ce qui va être autour de l'ergonomie. J'adore faire des maquettes, j'adore résoudre des problèmes et dire ça c'est bien, mais ça pourrait tellement être plus simple avec un élément presque anodin, en fait, de dire mais là on a mis un système compliqué, mais on peut faire la même chose, mais que ce soit plus fluide et beaucoup plus accessible pour les gens. Et là, c'est un truc que j'ai beaucoup fait sur Dixit Kids. Et il y a plein de choses qui se voient pas, qui rendent l'expérience fabuleuse pour les gens. Et moi, je suis juste là. Oui, j'ai passé beaucoup de temps à faire ce petit système de porte qui marche super bien, mais ça se voit pas et c'est ça que j'adore faire. Alors, comme tu parles déjà effectivement de Dixit Kids, l'une de tes grosses missions dernièrement, c'était pour travailler pour Asmodée Kids. Oui. C'est ça, hein, c'est la branche vraiment Kids d'Asmodée. Et tu as été directrice artistique sur tout ce projet. Oui. Quel a été ton rôle et justement peut-être parler un petit peu de ce genre de détails, de précision, peut-être rappeler la mécanique du jeu, l'adaptation de Dixit pour les enfants. Ça a consisté en quoi? Alors au début le projet était uniquement, je travaillais uniquement avec Lubellude, c'était avant qu'il y ait la restructuration et qu'il y ait vraiment Asmodée Kids qui se crée. Et le jeu, le principe c'est de simplifier la mécanique de créer une énigme qui peut être un peu fastidieuse pour des enfants parce que c'est toute la finesse de trouver un thème qui soit suffisamment large pour que des gens puissent se perdre dedans, mais un peu précis quand même pour qu'on me trouve, parce qu'il faut que pas tout le monde me trouve, mais quand même il y a des gens qui me trouvent, sinon je fais pas de points. Donc il y a tout ce jeu-là, ça facilite beaucoup ce système-là, et en plus c'est un coopératif. C'était un gros challenge. Au niveau du game design, c'est plus les auteurs et autrices qui ont fait cet aspect-là, mais moi j'ai modifié un peu le thème du jeu, qui est à la base fonctionnait très bien, mais on devait libérer des lapins émotions qui étaient enfermés par le croque-mitaine, et le croque-mitaine allait nous attraper. C'était pas l'esprit tout à fait Dixit, et même si la mécanique du jeu s'affinait, j'avais à cœur de trouver un thème qui corresponde parfaitement à cette idée de libérer ou ouvrir des portes. Mais pourquoi on les ouvre et pourquoi on joue des cartes? Du coup, à force de chercher toutes les idées possibles et imaginables, je suis tombée sur l'idée d'inviter à une fête avec des lettres, des enveloppes et voilà ce nouveau thème qui arrive et qui fonctionne tout à fait pareil que si on libérait les lapins émotions du croque-mitaine. Oui, donc les enfants là vont plus jouer sur les émotions, c'est ça? Oui, sur des émotions et des notions comme la tristesse, la faim, la soif, la solitude. Il va y avoir plein de choses qui sont pas forcément positives ou négatives et ça amène énormément de discussions. C'est un truc que je trouve assez chouette dans ce jeu, c'est que c'est aussi intéressant de jouer avec des enfants que de jouer entre adultes. C'est des expériences complètement différentes. Du coup, la mécanique, là, tu disais, donc c'est collaboratif. Oui. Donc ça veut dire comment on travaille ensemble pour faire deviner. La factrice en chef va choisir l'un des deux lapins émotions qui est disponible en soi, en fonction des trois cartes qu'elle a dans sa main, parce que c'est la factrice en chef. Elle va dire, par exemple, j'ai le lapin triste et j'ai le lapin qui a faim, mais là, cette carte-là me fait vachement penser à celle qui a faim. Tout ça, c'est dans sa tête. Je choisis ma carte, je la mets face cachée et je mets la factrice en chef devant le lapin émotion que j'ai choisi. Les autres joueurs et joueuses vont devoir choisir une carte qui leur fait penser à l'autre lapin. D'accord. Ensuite, on mélange les cartes, on les révèle. La factrice en chef va faire un décompte jusqu'à 3 quand les apprentis facteurs auront le doigt levé. On compte jusqu'à 3 et doivent pointer la carte qui pense être la carte de la factrice en chef. Ok. Il faut qu'il y ait au moins 2 personnes qui réussissent à trouver pour qu'on puisse ouvrir les portes du terrier et libérer les 2 petits lapins qui sont au chaud dans leur terrier pour venir les installer autour de la table d'anniversaire de la factrice. Et on doit libérer combien de lapins du coup? Au total, il y en a 8. D'accord. Il y en a 2 par terrier. Mais ils vivent ensemble, alors dès qu'il y en a un qui est invité, il invite l'autre à venir avec lui. Évidemment. Et donc, tu parlais de travail matériel tout à l'heure sur justement l'ouverture de porte. Quel a été ton travail là sur rendre le jeu ergonomique, palpable, enfin... On ne dirait pas, mais en fait, il y a plein de contraintes différentes. Au début, c'était une grosse clé qui s'insérait dans une serrure et on soulevait la porte, mais en fait la porte pouvait tomber, c'était pas idéal. Il y avait au début on avait un seul lapin par terrier, donc il faut trouver un système d'ouverture. Et j'avais un moment où on prenait un petit jeton enveloppe, on appuyait dessus et ça faisait ouvrir la porte. Il y a tout ça lié à des contraintes de coût aussi. Finalement, on est passé sur le double terrier où là en fait ça se joue vraiment
au demi-millimètre pour que ça puisse correctement s'ouvrir, rester ouvert et pas se refermer, que ce soit facile, que ça s'ouvre bien, parce qu'il y a des différences entre la découpe de la porte et la découpe du plateau. Donc c'est des allers-retours avec les usines pour que ça fonctionne vraiment bien. S'ajoute à ça le fait que en dessous, il faut qu'il y ait un espace pour accueillir les lapins. Mais en même temps qu'il faut pouvoir que le système de bascule fonctionne aussi, tout en ayant un insert qui soit stable, qui ne bascule pas quand on appuie sur les portes ou qu'on appuie n'importe où sur le plateau, parce qu'avec des enfants, ça va vite le jeu est par terre, on recommence la partie. Oui, c'est sûr. Un autre truc aussi, c'est que maintenant qu'on a nos 4 terriers, ces 4 terriers qui sont plus petits que le format des cartes du jeu, je range où les cartes du jeu dans ma boîte, donc on fait un nouvel espace au centre, donc ça fait bouger l'insert. Donc on se rend compte qu'au moment du transport, en fait les cartes elles bougent, donc ça tape un peu partout, donc ça abîme l'insert, le jeu il arrive à abîmer chez soi, c'est pas possible. Qu'est-ce qu'on peut faire pour solidifier ? Finalement, il y a la sacoche de la factrice qui entre en jeu, qui a le double usage de servir de jeton factrice, de savoir qui est la factrice en chef, mais en même temps ça cale les cartes dans la boîte et du coup elles bougent pas pendant le transport. Tout est lié et il faut tout travailler ensemble parce que sinon ça marche pas. C'est ça, et puis le moindre truc qui se retrouve décalé redécale le reste. Exactement. Donc oui, ça doit être un joli casse-tête. Ouais, j'ai fait plein de maquettes. Oui, donc là tu mets les mains dans le cambouis en fait, vraiment. Oui. Mais j'adore ça, j'adore créer des trucs en volume. D'accord. Donc là c'est papier, ciseaux, crayon, cutter, imprimante. C'est ça. Ouais, ça doit être hyper intéressant, mais il faut ça demande beaucoup de patience et de ténacité, non ? Ouais, je pense de la ténacité et de pas se laisser abattre. Je sais pas si ça me demande de la patience parce que j'aime tellement faire ça que je vois pas le temps passer. Ok. Mais ça demande d'avoir une bonne perception des volumes, de la 3D, des logiques mécaniques. Et c'est pour ça que là, ma formation designer produit aide bien. C'est un atout, quoi, oui. Ouais, c'est ça. Tout en ayant en tête les contraintes d'usinage. Au début, les premiers inserts que j'ai faits, ils fonctionnaient bien, mais ils étaient tellement compliqués à monter, c'était pas possible. Mais c'est pas grave, c'est plus facile de simplifier que de complexifier. Et là, comme ça, tu travailles avec quelqu'un qui est plutôt responsable de la production, qui a ses connaissances des possibilités, ou toi, tu as déjà cette connaissance-là? J'ai déjà cette connaissance-là, mais là, en l'occurrence, il y avait quelqu'un en interne qui était en relation avec les usines pour discuter de tarification, de faisabilité, de un peu tous ces aspects-là, de demander des samples blanc, vraiment beaucoup de choses. Ouais. Et alors, du coup, tu as tout cet aspect, effectivement, création de l'objet, en fait, de l'objet ludique. Et il y a eu toute la direction artistique également. Oui. Là, tu as travaillé avec plusieurs illustratrices, en plus. Oui. Il y en a 4, c'est bien ça? C'est ça. Alors, je les ai plus toutes en tête. Je les connais par cœur. Vas-y. Il y a Sepio, Iris Winker, ou Lemon Tuesday pour son pseudo, Lucie Dessertine et Emily Peck. Ok. Qui, elle, a fait aussi donc c'est 4 illustratrices qui ont fait chacune un quart du paquet de cartes. Et Emily Peck a fait aussi les illustrations du reste du matériel du jeu. D'accord. Et alors, comment, justement, on travaille avec autant de monde pour que tout le monde aille dans la même direction? Mais on sait que Dixit, c'est un univers en même temps très onirique, très, à plein de possibilités. Comment on drive, mais tout en laissant une grosse part de liberté, j'imagine? Ouais, c'était un choix de la maison d'édition de partir sur 4 personnes différentes. C'était plus complexe qu'il n'y paraît. Pas que du fait qu'elles soient 4, mais dans un Dixit classique, la création d'énigmes est faite par le joueur ou la joueuse. Là, dans Dixit Kids, elle est induite par les émotions. Du coup, ça implique indirectement plein de contraintes sur les cartes. Ouais. Et du coup, ça laisse un peu moins de liberté aux artistes. Par contre, je leur laissais toujours une certaine liberté. Pour chaque carte, elles avaient un brief avec un descriptif, un certain point de vue, lumière, enfin plein de petites directions, des images de référence, mais je leur donnais jamais tout de suite un croquis de la composition. Je donne ce que moi j'ai en tête par rapport aux contraintes auxquelles il faut que ça réponde, mais je drive pas plus que ça déjà avant les premiers croquis pour laisser quand même un peu de personnalité dedans. Que les cartes leur ressemblent, c'est-à-dire que vous avez leurs univers, j'imagine aussi. Je vois le travail de Sepio très coloré, j'imagine qu'elle a dû garder ça. Oui. Tu parlais justement d'émotions, etc. Comment ça, vous les avez déclinées? C'est-à-dire, vous vous êtes dit, il faut qu'on ait, je sais pas combien il y a de cartes dans le jeu, mais dire, il nous faut 10 cartes qui parlent de la tristesse de façon générale. C'est un équilibre un peu fin. Ça, c'est pas moi qui m'en suis chargée, c'est quelqu'un en interne de chez Libellude qui s'occupe du game design, qui a fait tout cet équilibrage-là. Mais il y a 84 cartes et il y a 32 ou 36 émotions dans le jeu, je sais plus. J'ai pas ces calculs en tête, mais il faut faire en sorte que dans nos 3 cartes, on ait possibilité de jouer qui est au moins quelque chose qui correspond. Donc ça fait plusieurs émotions, plusieurs éléments dans une même carte. Oui, bien sûr. Il y en a toujours plein. Certaines qui sont très évidentes et d'autres qui sont un peu plus subtiles pour qu'il y ait toujours une solution
si jamais on doit jouer de toute façon une carte. Alors ça, j'imagine, ça a été un gros travail de longue haleine. Combien de temps ça a duré ce travail entre le jour où on t'appelle pour faire ça et puis le jour où c'est enfin livré? Moi, j'ai bossé dessus. J'ai commencé à bosser dessus quand je démarrais en freelance et il sort là. Il a sorti il y a quelques semaines déjà, et c'était il y a 4 ans. Et j'ai bossé dessus pendant presque 3 ans, mais il y a eu des grands temps de pause parce qu'il y a eu pas mal d'aléas personnels et au niveau de la maison d'édition, mais c'était pas 3 ans intenses, mais il y a eu des périodes plus intenses que d'autres. Mais c'était 3 ans de réflexion et d'échange et de jeu et de plein de choses. Ouais, j'imagine qu'on est content quand ça sort. Oui, et quand je l'ai découvert qu'il était posé sur une table à Vichy, ça m'a fait tout drôle. J'avais ma boîte avec moi pour mes rendez-vous, mais je savais pas qu'il allait être présenté et ça fait de l'émotion quand même. Ouais. Et justement, parce que tu es en freelance, tu as plusieurs travaux en cours. J'imagine tu travailles sur plusieurs choses en même temps. Donc là, tu disais effectivement Dixit, c'est pas 3 ans plein en fait. Hein, j'imagine qu'il y a d'autres choses en même temps. Qu'est-ce que tu as pu faire comme travail pour d'autres éditeurs, que ça soit en direction artistique ou en illustration? Quels sont les gros projets, les projets majeurs sur lesquels tu as pu travailler? Forcément, j'ai des kits sous les yeux, donc je pense à ça. Et puis c'est, je pense, le plus gros projet parce que j'ai passé le plus de temps dessus. Mais dernièrement, j'ai créé toute l'identité graphique d'Acacia Édition. Ok, donc ça c'est une nouvelle maison d'édition. Créée par Anouk et Dorine. J'ai plus leur nom de famille en tête, je suis désolée. Mais c'est des amis et j'ai créé vraiment toute leur charte graphique. Elles ont signé leur premier jeu et elles vont pouvoir bosser dessus et elles ont déjà une identité de marque qui est là. Et ça aussi, c'était un gros projet sur lequel j'ai eu beaucoup de plaisir de travailler. Oui, parce que créer une identité, c'est pas rien non plus. Non. Une grosse responsabilité. C'est pas juste faire un petit logo sur un coin de feuille. C'est déjà juste le logo, c'est une grosse part. Mais après, il y a tout le reste qui va avec. Ça peut difficilement vivre tout seul. Enfin, on le voit bien sur, par exemple, la Asmodée qui a rebrandé toutes ses marques. Enfin, là, je parle d'eux parce que j'ai des nappes sous les yeux, mais c'est forcément, ça joue beaucoup d'avoir une identité qui est cohérente. Donc forcément, c'est long et c'est beaucoup de travail. Dernièrement, j'ai bossé sur Comic Strip aussi, j'en ai parlé un peu plus tôt, ou un jeu chez Olibrius où on va jouer dans des bandes dessinées. Qu'est-ce que j'ai fait d'autre il y a pas longtemps? On me connaît beaucoup sur Packet Chips aussi et sur les jeux du Black Friday. Packet Chips, tiens, c'est un bon, je pense un bon exemple aussi parce que là, on a quand même sur un packaging particulier. Oui. Est-ce que ça, c'était un travail que tu as fait aussi? Oui, alors pas la nouvelle version qui sort là. Là, je ne l'ai pas vu, la nouvelle version. Celle-là, c'est pas du tout moi qui l'ai faite. La précédente, celle qui était distribuée par Tribio. Le jeu existait déjà sous forme de packet chips, mais avec une version rouge et un jeu de mots sur chips, la chips qu'on mange, et chips, la traduction du jeton de poker. Ok. Donc c'est chips, jeton de poker, et ça marchait pas très bien en France. Donc on a voulu refaire toute une nouvelle identité graphique. Et là, j'ai fait la direction artistique, les illustrations et les graphismes du jeu. D'accord. Si le jeu a cette tête-là de chips à l'ancienne aujourd'hui, c'est moi qui l'ai amené. Fan de chips à l'ancienne et plusieurs goûts, non? Et c'est surtout, en fait, le choix du type de paquet chips, c'était aussi important. J'ai cherché plein de paquets chips en ligne. On est allé dans les rayons de supermarché regarder tous les paquets chips par rapport à la cible du jeu, de comment Tribio voulait se placer au niveau du marketing, au niveau de quelle personne, quel type de joueur et joueuse voulait cibler. Et ben, ça donne pas le même paquet chips. Ok. L'objectif était de cibler d'abord des connaisseurs et connaisseuses du milieu ludique pour ensuite toucher du grand public par capillarité. Du coup, il fallait quelque chose qui ressorte du lot dans les magasins. Je dis une bêtise, je l'ai pas du tout réfléchi à ce moment-là, mais si on voulait toucher tout de suite du grand public, est-ce qu'on serait parti sur quelque chose un peu comme les Monster Munch, là, les petites chips en forme de fantômes, on serait parti là-dessus? Bah, peut-être, on sait pas. J'aimais bien l'idée d'avoir que des chips qu'on pouvait vraiment retrouver dans un seul et même paquet. Alors, faire des chips au vinaigre, faire des chips au barbecue, bah, c'est bizarre, on les a jamais dans le même paquet, alors que les chips aux légumes, ça marche bien. Bah, complètement. Oui, mais ça c'est un vrai travail aussi parce qu'on parle beaucoup de standardisation de boîtes pour pouvoir optimiser les coûts, etc. Finalement, sortir du lot, c'est aussi important. Oui. Mais c'est peut-être moins facile pour optimiser la place, je sais pas, dans les boîtes pour envoyer le transporteur, etc. Est-ce que ça, c'est aussi des choses que toi, tu réfléchis en tant que justement produit ou est-ce qu'au contraire, on peut se permettre justement des libertés et au contraire un peu d'excentricité Moi, j'aime bien
aller vers de l'excentricité. Mais après, il y a toujours, je suis très contrainte par les volontés éditoriales de la maison d'édition. Si la maison d'édition veut une boîte verticale parce que dans le rayonnage ça rend mieux ou autre, je ne fais pas de marketing à ce point-là pour vraiment dire non, c'est pas une bonne idée ou oui, c'est une excellente idée. Je comprends la contrainte, mais je n'ai pas la main vraiment dessus. Bien sûr. J'aime bien les excentricités parce que c'est là où je peux le plus m'amuser. On peut renouveler un peu ce que c'est qu'un jeu de société aussi. Je sais pas, il y a un moment on développait un jeu chez Blue Orange et ça parlait de faire une boîte le jeu était sur un principe il est pas sorti, donc je me souviens pas du nom, donc j'en parlerai pas plus que ça, mais où il y avait un système de bascule dans le matériel du jeu et on voulait faire une boîte qui a un système de bascule aussi. Enfin, c'est pas grand chose, mais en fait ça peut être suffisamment marquant pour se dire ah mais c'est rigolo, qu'est-ce que c'est du coup le jeu. Oui, bien sûr. Et puis pour se démarquer, il faut effectivement que ça ait du sens par rapport au contenu aussi de la boîte. Oui, il faut être cohérent par rapport au gameplay du jeu, à qui va y jouer et comment le jeu va être distribué. C'est plein de petites contraintes qui vont finalement indirectement influencer la direction artistique du jeu. Ouais. Toi aussi, tu réponds à un cahier des charges. Oui. De toute manière. Même dans la direction artistique, je crée un cahier des charges en réponse à un cahier des charges. C'est ça. Ça s'imbrique. C'est ça. Et comment tu pourrais expliquer simplement ce que c'est la direction artistique et le concept art? Souvent, quand on voit un jeu, on voit des illustrations. Les illustrations, c'est les dessins, pour faire simple. Les graphismes, on n'a pas parlé mais dans la question, mais les graphismes, c'est mettre en page les illustrations avec le texte. Je grossis le trait. La direction artistique, ça va être de créer, j'ai souvent tendance à dire cette phrase, de créer l'âme du jeu. C'est de dire, ok, ce jeu-là, il faut qu'il ressemble à ça. Il faut qu'il soit illustré de telle ou telle manière ou par telle ou telle personne, mais c'est de dire, le jeu, il doit ressembler à ça. Et ensuite, ça doit ressembler à ça, il est envoyé aux graphistes et aux artistes pour créer en fait le jeu derrière. Ouais. Et le concept artiste, ça peut être dans plusieurs domaines, c'est un terme qu'on tire du jeu vidéo si je dis pas de bêtises. Ça va être de créer des concepts, de dire ok, le jeu, il doit ressembler à ça. Ça va être par exemple de dire le thème, ça pourrait être ceci, cela. Ou ce personnage, il pourrait ressembler à ça, il pourrait avoir tel univers, telle vie, tel vêtement, tel accessoire ou autre, pour ensuite que ce soit envoyé à un artiste, ou souvent c'est l'artiste qui va faire aussi ce travail. Je veux pas dire de bêtises, mais il me semble que le concept artiste, ça va être plus quelque chose qui soit va être fait un peu par la direction artistique, soit par l'illustration. C'est pas un métier qu'il y a beaucoup dans le jeu de société. D'accord. Il y a quelqu'un chez Libellude, en tout cas quand je travaillais avec Libellude sur Dixit Kids, qui faisait très bien, mais c'est pas du tout un poste qu'on voit partout dans le jeu de société. C'est pour ça que je suis un petit peu plus floue. D'accord, ok. Je sais pas bien définir. Les deux sont souvent faits par la même personne, peut-être sur certaines maisons d'édition. Oui. Ok. Puis ça se voit aussi j'ai plein de casquettes parce que je peux un peu tout faire. C'est un peu le même principe. Exactement. Et alors, tu proposes d'autres prestations, c'est aussi de la communication ou de la promotion. Tu vas faire de l'habillage de stand, par exemple, sur ce genre de choses, des déclinaisons. Oui, j'en fais moins, ou alors j'en fais en duo avec une amie, Zainab, ou Nargis Design. On fait des habillages de stand, des visuels de communication pour les réseaux sociaux, ou des catalogues, ou des choses comme ça. C'est des choses qu'on fait parce qu'on sait les faire et que c'est facile et rapide et que c'est un vrai besoin. C'est moins ce que moi j'aime faire parce que j'aime vraiment travailler sur les jeux en eux-mêmes. Sur la matière brute. Oui. Ouais. Et on n'a pas forcément parlé de ta casquette d'illustratrice, un petit peu moins, du moins. Est-ce que justement cette part-là, elle est un peu moindre aujourd'hui dans ton quotidien? Ou est-ce que tu travailles toujours réellement de l'illustration et quels seraient un peu tes projets Je fais toujours de l'illustration, mais c'est vrai que c'est pas quelque chose que j'ai beaucoup développé parce que j'ai certaines formations d'illustration, mais le reste c'est un peu de l'autodidacte. J'ai mis beaucoup de temps à définir un peu mon style, mon univers, autre. Là, ça commence à se voir et moi, je commence à être vraiment contente de ce que je fais. Mais c'est toujours quelque chose que j'aime faire et que je veux faire. Et surtout, on me connaît moins pour ça et on a moins besoin d'illustration. Il y a toujours des besoins en graphisme pour monter des règles de jeu ou ce genre de choses. Mais l'illustration, il y a plein d'artistes qui sont très talentueux. Et puis, comme on fait de la direction artistique, on a toujours besoin d'un artiste ou
en particulier par rapport à ce qu'on veut faire. Et du coup, c'est toujours plus dur de trouver On peut des projets. difficilement faire les deux en même temps, c'est ça que tu veux dire? C'est pas forcément qu'on peut difficilement faire les deux en même temps, mais c'est qu'il y a beaucoup plus de personnes qui font des univers très différents. Et il y a les éditeurs, ils font pas 100 jeux par an. Bien Donc, sûr. ce serait trop, de toute façon. Mais il y a tellement de jeux. Enfin, il n'y a pas autant de jeux que d'artistes. Donc forcément, c'est un petit peu la bataille. Enfin, c'est pas la bataille parce qu'on sont tous très Non, bien mais entre nous. Mais les places sont chères. C'est ça, ouais, peut-être plus. il y a moins de projets, mais je m'éclate toujours autant en illustration. Comment tu définis ton style, justement On m'identifie beaucoup comme faisant de l'illustration jeunesse ou dans un univers un peu animalier ou naturel. C'est un peu ça que je fais le plus, c'est sûr. Je fais un peu d'autres choses, comme j'ai fait un style complètement différent dans les illustrations de King's Trick Takers. Quelque chose de peu plus initié, un peu plus sombre, un peu plus avec des inspirations Tim Burton, que j'aime beaucoup. La façon dont on reconnaît mon style aujourd'hui, c'est beaucoup par le côté presque crayonné. On a l'impression de voir quelque chose au crayon. J'aime bien jouer avec les petits traits, les textures. D'accord. C'est surtout ça qui fait qu'on va voir. Et tu travailles de quelle manière? Tu es encore à la tradition, la date traditionnelle, ou plutôt sur le numérique, un mix des deux? Je suis beaucoup plus sur le numérique parce que pour des contraintes éditoriales, c'est plus facile. Mais j'aimerais beaucoup faire un jeu en traditionnel. J'adorerais. J'essaye en tout cas sur moi, sur mes petits projets perso, faire des choses plus en tradi parce que j'adore travailler la matière. T'aimes quoi, par exemple, comme technique? J'aime bien jouer avec les encres, l'aquarelle. Les feutres et les crayons, beaucoup les crayons. D'où le crayonné. Oui. Ok. Tu as des projets justement personnels, plus artistiques, qui sortent un peu du milieu du jeu ou pas forcément? Un petit peu. Moi, je me suis lancée il y a 1 an. Non, bientôt 2 ans, je crois. Je me suis lancée peut-être il y a 2 ans, je crois, en live sur Twitch tous les vendredis après-midi à la base. Maintenant, je fais les lundis matins et les vendredis après-midi. Ok. Voir un petit peu plus si j'ai des petits lives surprises. Ça s'appelle comment ta chaîne? C'est Ervin. Ervin, tout simplement. Tout simplement, sur Twitch. Et en fait, à la base, c'était pour m'autoriser, un peu me forcer et en même temps que ce soit un moment de plaisir, une après-midi où je fais de la création juste pour moi. Et du coup, je me suis mis à faire des petites choses comme ça et maintenant, j'ai une petite boutique toute petite où je mets des prints de mes illustrations, je fabrique des mini presses à fleurs ou des petites lanternes ou des petites sculptures en bois parce que j'ai une découpeuse laser à la maison, je peins, je bricole, enfin voilà, je fais plein de petites choses, donc c'est plus ces petites choses là que je fais un peu de mon côté. J'ai aussi il y a 1 an, j'avais fait des illustrations sur des vitrines à Nantes. Enfin, j'ai plein des petites choses un peu plus de cet ordre-là. Ok, bah, c'est cool. On ira voir ta boutique et puis pourquoi pas ta chaîne Twitch. Et bah, avec grand plaisir. Voilà. Twitch, tiens, on va faire le lien avec aussi un domaine qui te tient à cœur. Hein, c'est ton rôle de marraine pour Accessi Jeux. Oui. Alors, tu as pris la suite de Théo Rivière, hein, qui était le parrain juste avant toi, je crois. Oui, bah. J'ai pris sa suite, mais il est toujours un peu parrain. Donc bien sûr. On est tous les deux. Accessi Jeux, donc vous pourrez écouter le podcast. Je les avais rencontrés à PEL l'année dernière pour qu'on puisse mettre un peu en avant aussi tous leurs travaux autour de l'accessibilité des jeux. Effectivement, il y a tous les ans depuis 4 ans, 4-5 ans maintenant. Ça dépend si on parle du jeu. Alors, on peut parler du jeu, ou de l'événement. Oui, t'as raison. Le jeu, alors, partons sur le jeu. Le jeu, on a fait la 4e édition en novembre dernier. Voilà, c'est ça. Donc, il y a d'abord eu 61 feuilles d'automne. Oui. Alors, attends, j'ai pris mes notes parce que je me trompe dans les chiffres. 61 feuilles d'automne, 16 lueurs d'hiver, 66 fleurs de printemps et 62 soleils d'été. Exactement. Voilà, sinon, je me plante dans les chiffres. Donc, ce sont des roll and write qui ont été imaginés par Théo Rivière. Oui. Et toi, tu as créé l'univers artistique. Oui, en fait, sur le moment... Théo avait contacté des illustratrices pour dire en fait je ferais ça bénévolement, est-ce que quelqu'un serait motivé pour faire les illustrations? Ces personnes-là n'étaient pas dispo, le mot a circulé et j'ai fait moi je suis dispo, ça m'intéresse de ouf, alors j'y vais. Je lui ai envoyé un mail, il me fait j'allais t'envoyer un mail justement. Les étoiles se sont alignées. Très bien. Et du coup ça fait 4 ans, enfin non, c'est la 4e édition. C'est ça. Donc je crée les illustrations, on est parti sur l'automne au début, donc on a fait les 4 saisons. Donc le principe justement c'est quoi? Rappelle le principe de départ. L'idée de départ c'était quoi? L'idée de départ c'est Philibert qui un jour au moment du Black Friday a décidé de faire une petite blague et de mettre un carambar dans toutes les commandes passées le jour du Black Friday pour faire un Black Friday. C'était il y a 7 ou 8 ans je crois. Ensuite, petit à petit, ça a évolué. Ils ont fait des offres où, pour chaque commande passée ce jour-là, il y a 5 € qui est reversé à Accessi Jeux.
si on fait plein de commandes, à chaque fois, c'est 5 € reversés avec CCJeux. Ouais. Donc, la première année l'année de 61 feuilles d'automne, Théo, qui était parrain, a proposé de faire un jeu qui serait vendu pareil 5 €, mais 100% des 5 € sont reversés avec CCJeux et il serait vendu que ce jour-là. Voilà, un jeu exclusif un C'est peu. ça. Et ce serait un jeu en print and play. Donc, à juste imprimer chez soi, on a 3D, on trouve un petit matériel qu'on a tous chez soi, 3D, et on peut jouer au jeu. Et un crayon, et c'est... Puis, il a proposé de le faire illustrer pour qu'il soit un peu joli. Et ensuite, Philibert a fait, on va en faire des vrais blocs. Ouais. Et les 5 € seront quand même reversés à CCJeux, on ne fait pas de bénéfice dessus, rien du tout. Tous les sous iront à CCJeux et ça a démarré comme ça. Ok. Et donc, du coup, maintenant, c'est devenu, la première édition a bien marché et on s'est dit, on recommence les années suivantes. Ouais. En effet, on était tous trop contents de cette édition et puis ça a évolué au fur et à mesure des années. La première année, Théo a fait un live sur sa chaîne depuis chez lui de 24 heures pour soutenir CCJeux. Ensuite, l'année suivante, on s'est tous retrouvés chez Un Monde de Jeux. L'année suivante aussi. L'année dernière, on est allé chez Studio du 7 à Paris. Il y a du monde qui l'a toute la journée. Du coup, avec Paris, comme c'est très central, d'un seul coup, ça a permis d'accueillir de plus en plus de monde. À chaque fois, c'est une journée doudou. Donc, c'est génial. Théo disait il y a pas très longtemps que ça lui manquait, mais je suis d'accord. Ça me manque. J'ai hâte de faire la prochaine édition, puisqu'en plus, on a fini les 4 saisons. Alors voilà, la question, c'est de savoir est-ce qu'il y aura une suite ou au moins un autre projet. On est très, très motivés. On sait pas du tout ce qu'on va faire. On sait qu'on veut faire de se renouveler un petit peu pour pas s'enfermer dans on a fait 4 années de suite, un système et un univers qui se ressemblaient un peu. Là, on a envie de faire d'autres choses différentes. Mais en tout cas, ça continue dans l'idée de créer un objet ludique pour cet événement. Non, on va continuer de faire des choses. On sait pas encore quoi, mais on va le faire. Finalement, ton rôle de marraine, il consiste en quoi, en fait, CCJeux? Parler de l'association autour de moi, aider quand il y a besoin. Je sais pas trop, en fait. Tiens, parle-nous de l'association, même si c'est vrai qu'on en avait déjà parlé sur le podcast, mais rappelle un petit peu en quelques mots, le but et le travail d'AccessiJeux. AccessiJeux, c'est une association d'intérêt général, je crois, qui œuvre pour rendre le jeu de société accessible aux déficients et déficientes visuelles et autres handicaps. Ça consiste en plusieurs choses. Soit ils éditent des jeux qui sont adaptés pour des déficients visuels, soit ils adaptent des jeux existants. On peut commander des jeux ou faire adapter son jeu si on a besoin. Ou ils proposent aussi une ludothèque sur Paris qui va bientôt devenir gigantesque. Oui, ils vont changer de lieu, ça va être un truc énorme. Les travaux sont en cours depuis quelques mois, ça va être fou. Et du coup, ça passe par des partenariats avec des éditeurs pour faire en sorte que les jeux soient accessibles aux daltoniens ou à des déficients visuels. Ça passe par travailler aussi avec eux pour créer des éditions spéciales comme Quarto où ils ont fait une nouvelle édition accessible où là c'est plus la couleur, c'est au toucher qu'on peut voir la différence des deux teintes, ce genre de choses. Ça passe par des stickers qui sont collés sur des pièces de jeu pour savoir en version tactile, ok, c'est une carte rouge ou c'est une carte 3 ou c'est... Oui, parfois c'est juste des petites adaptations effectivement avec des planches de stickers. Ouais. C'est ça. Et ils sont conseils aussi, je crois, auprès d'éditeurs pour certaines d'ergonomie. D'éditeurs, de ludothèques aussi. Un peu toutes les personnes qui seraient intéressées pour comprendre un peu mieux les enjeux au niveau de l'accessibilité sur cet aspect-là. Alors j'imagine que du coup dans ton travail au quotidien, tu fais attention à tout ça, justement dans ta démarche de direction artistique et même de création d'objets. Oui, c'est quelque chose que je faisais même avant de connaître CCJeux. J'ai un oncle qui est daltonien. Je me souviens d'une anecdote très marquante de quand j'étais petite où je voulais jouer à cette famille et ma petite sœur savait pas encore lire et il disait mais on peut pas jouer, elle sait pas encore lire, on fait avec les couleurs. Et il m'a dit qu'il connaissait pas les couleurs et du coup je me suis moquée de lui et après des années plus tard j'ai compris, on va expliquer et j'ai fait il a fait une blague mais en vrai c'était pas une blague. Ouais. Bah oui, mais c'est vrai qu'il y a une méconnaissance parfois où on peut être surpris de choses. Ouais. Au quotidien, on est entouré de gens sans doute qu'on connaît qui ont ce petit souci. Le vert et rouge pour lui, c'est pareil. Ouais, c'est ça. C'est vrai que ça nous paraît dingue. Et du coup, c'est quelque chose que j'intègre dès le début dans ce que je fais. En tout cas, quand je travaille sur un jeu qui va être édité, le reste du quotidien, je n'y fais pas forcément très attention parce que tout le temps, j'y pense pas toutes les secondes, mais sur les jeux, je fais toujours attention à ce que ce soit le plus accessible possible.
Et si je peux travailler en plus avec l'éditeur pour sensibiliser, pour dire non, ça doit être comme ça, pour telle ou telle raison, j'essaye toujours au maximum. Et là, de découvrir Accessi Jeux, de travailler avec eux, d'être marraine d'Accessi Jeux, ça permet encore plus de faire attention, hein, d'aller encore plus loin. Donc, c'est un rôle qui te tient à cœur. Oui. Et que tu as accepté sans problème, du coup. Sans hésitation. Sans hésitation. Non, aucune. Bon, c'est chouette. Donc, on ne sait pas encore ce qui va être créé cette année, mais en tout cas, il y a toujours une idée de créer un jeu autour du Black Friday. Ouais. Ok, écoute, on suivra ça. Et alors, en parlant de projet, sur quoi tu travailles actuellement, sur ce que tu peux dire, bien sûr, ce que tu as le droit de dire, quelles sont peut-être tes envies pour la suite? En ce moment, j'ai 2 jeux que je suis en train d'illustrer. Il y en a un premier dont je peux pas trop parler. Il m'a dit qu'il fallait pas trop en parler parce que c'est en train d'être présenté au distributeur, donc je laisse les choses se faire. Le deuxième, c'est un jeu d'une autrice qui va s'auto-éditer, qui pour l'instant s'appelle Hortus. Le principe, ça va être de se faire des cadeaux pour créer un jardin et attirer le plus d'animaux et d'espèces animales possibles par rapport à nos plantes. Ok. Je vais bien m'amuser sur ce jeu. Il y a du matériel? Pas tant, mais il y a plein de petites illustrations et j'aime bien. Donc là, tu illustres aussi, alors? Là, je fais les illustrations. Okay. Sur le jeu dont je peux pas parler aussi, je fais les illustrations. D'accord, ok. J'ai un projet avec Accessi Jeux où on fait un jeu de 54 cartes accessibles. À la fois, on rend les cartes visuellement et tactilement accessibles. À la fois, on garde le côté traditionnel des cartes parce que la plupart des gens qui vont avoir des déficiences visuelles, ça va être des personnes âgées, donc qui sont attachées à ce qu'ils connaissent du jeu de cartes de 54 cartes. Qu'est-ce que j'ai d'autre? Donc ça, ce sera une création d'Accessi Jeux. Enfin, ils seront éditeurs sur ce jeu. Oui, c'est ça. D'accord, ok. Et c'est déjà pas mal. En fait, j'arrive un peu à Cannes avec pas beaucoup de projets pour les mois à venir, mais les autres sont sur la fin, plus ou moins. Donc sur un festival comme Cannes, justement, tu es aussi en rendez-vous pour pouvoir trouver d'autres contrats. Enfin, j'imagine que tu as ça aussi en démarchage, au-delà de... Ouais, j'ai pas mal de rendez-vous. Souvent, ça me débloque pas mal de projets sur l'année à venir. Donc c'est chouette et en même temps c'est un bel événement où on retrouve tous les copains. Oui, c'est un milieu où les gens se connaissent et s'apprécient. Il y a quand même, ça paraît immense qu'on est là, mais c'est assez microcosme quand même. Encore. L'actualité pour toi, c'est Dixit Kids. Dixit Kids qui est sur le stand de Asmodée et je vais le voir jouer par du public, ça va faire quelque chose. Alors ça aussi, ça doit être une belle satisfaction de voir jouer les gens et... Sur Vichy, je me suis déjà pris une vague de mais c'est trop bien et des personnes que je connais ou que je ne connais pas qui viennent me voir et qui me disent que c'est trop bien ce que j'ai fait sur le jeu. Déjà, ça m'a fait beaucoup d'émotions sur le moment. Le jeu commence déjà à avoir des retours sur Internet des gens qui jouent, des reviews, des gens qui aiment beaucoup, un peu de tout. Alors même si on parle pas de moi parce que je suis que dans les crédits sur le dos des règles, ils parlent de mon travail et ça fait quelque chose. C'est satisfaisant, forcément. Ça fait énormément d'émotions. Et là, je vais le voir jouer par des inconnus. Je ne connais pas ces gens, ils ne me connaissent pas. Ouais, et puis voir les enfants, je pense que ça va être encore particulier. Ouais. Encore par rapport à des adultes, ça doit être encore un autre sentiment. Oui, de voir les gens s'approprier le matériel, voir l'utiliser exactement comme on a prévu qu'il soit utilisé, alors que c'est pas indiqué forcément dans les règles, mais il y a un petit truc il y a plein de choses intuitives un peu, qui sont assez magiques de voir. Mais j'ai pas encore vu, j'ai hâte d'aller voir ça. Donc si tu étais un mode de jeu, lequel serais-tu? Est-ce que tu es du compétitif, du coopératif, du solo, du semi-coop, voire du duel? Maintenant, on peut aussi dire ça. Je pense que je serais du narratif. Parce que, je sais pas pourquoi. Pas forcément coopératif, même si c'est un truc que j'aime bien. On me connaît comme quelqu'un de douce et gentil, mais dans les jeux, je gagne beaucoup. C'est un truc qui se répand et je vais pas exprès. Mais le narratif, ça, c'est pas mal de créativité aussi, de spontanéité, et on peut faire plein de choses avec le narratif. Ça prend tellement d'aspects différents. Je pense que je partirai là-dessus. Ok, donc là, on est plus sur une mécanique de jeu, enfin un univers plutôt narratif. Ouais. Sur une mécanique. Est-ce qu'il y a, je sais pas, des mécaniques particulières qui te plaisent ou qui te parlent, de la pose d'ouvrier, de la gestion, de l'anticipation, du bluff, pourquoi pas, je sais de la construction de tableaux, toi qui aimes bien construire. Qu'est-ce qui peut te définir? Des choses très palpables, justement. Je sais pas répondre. Tu sais pas? Je sais pas répondre. C'est la colle. J'aime tellement découvrir des jeux. C'est pas une mécanique, mais j'aime bien les jeux qui ont
une façon de jouer qui est très simple, mais qui peuvent avoir énormément de profondeur parce qu'on peut aller dans plein de directions différentes, mais avec un cœur très très simple. Ok. Ouais. C'est pas une mécanique, mais ok, non, mais si ça... J'adore ça aussi. T'as le droit de contourner la question, il n'y a pas de souci. Faut que ça te corresponde plus, ouais. Ouais, je crois que j'aime bien ça. Ok. Simple en apparence, mais compliqué ou plein de possibilités au fond. Ça marche. Si tu étais un auteur de jeu ou une autrice, qui tu pourrais être? Alors, j'ai pas la mémoire des noms, donc ça va forcément être des copains-copines. Je pense... Je peux dire 2 personnes. Vas-y, t'as le droit. Un mélange entre Élodie Clément, qui aime beaucoup travailler les scénographies, le matériel jeu, et j'adore ça aussi. Ok. Vraiment, j'adore ça. Et un mélange avec Winston Stark, qui fait des jeux qui sortent du lot, qui sont comme par exemple Comic Strip où on joue dans des BD, comme des jeux qu'il est en train d'éditer dont j'ai pas le droit de parler mais que j'ai testé qui sont trop bien. Enfin, toujours des manières d'aller au-delà du jeu pour créer des nouvelles mécaniques. J'adore. Okay. Ça aussi, c'est un truc que j'adore faire. Bah super. Bah écoute, c'est un beau mélange. Bah écoute, voilà, tu vois, c'était 3 questions. Et ma dernière question quand même, c'est de savoir si tu aurais quelqu'un d'autre à me proposer à mon micro pour une prochaine interview dans le milieu, voilà, que ça soit illustrateur, éditeur, auteur, un métier. Je suis sûre que j'ai quelqu'un d'évident dans la tête, mais là qui me vient pas. Enfin, j'ai des intuitions, mais Mélodie Leblond, illustratrice et autrice de jeux. Je l'ai déjà fait. Tu l'as déjà fait? Ouais. Ah. Je l'ai vu à Vichy. Ouais. Mélodie qui va sortir Panorama là bientôt. Oui. On a bossé ensemble dessus. Ah oui? J'ai fait les graphismes. T'as fait quoi là-dessus? Ah, t'as travaillé en graphisme. Ah oui, ça, c'est un aspect qu'on n'a pas forcément vu. En fait, tu as aussi des prestations purement graphiques pour des éditeurs? Oui. D'accord, donc, ok. par exemple, sur Panorama, j'ai fait tout l'aspect graphique du jeu. C'était chouette, c'était trop bien. Avec qui d'autre? Je vais dire une copine. Je vais dire Zay Leven, qui est illustratrice dans le jeu de société, mais aussi dans le TCG. Ok. Qui a bossé sur des cartes d'Altered, par exemple, mais qui a fait aussi Rajak ou l'année des 5 empereurs, plus ancien. D'accord. Qui a fait la fiche du flip l'année dernière. Ah, ok. Elle a fait plein de trucs. Bon, bah super, ok. C'est littéralement ma voisine de travail quand je vais à mon espace de coworking. Ah bah c'est chouette, ok. Bah écoute, je me note. Elle a un compte Insta, quelque chose pour la suivre? Zay Leven. Tout simplement. Ok, bah, j'irai voir ça. Bah écoute, merci Arvine pour ce moment. Merci à toi. Je te souhaite une bonne continuation, un bon festival également. Et puis je te propose qu'on termine le podcast comme on termine les vidéos sur YouTube également. Alors au jeu imaginé, créé, illustré par Arvine, tu joues ou quoi? Merci à toi. Merci beaucoup. Merci d'avoir écouté l'interview d'Ervine jusqu'au bout. Si vous aimez le podcast et la chaîne YouTube Tu joues ou quoi, je vous invite à nous soutenir en likant et en partageant notre contenu. Ça nous aidera beaucoup. Dans le prochain épisode, je serai avec Julien Protière, l'auteur entre autres de Cosmopolite, La Marche du Crabe, Fil Rouge ou encore Tech Time. Je vous donne rendez-vous dans 2 semaines.